des millions, vous êtes charmant. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est bon, faut dire, c'est rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Vous êtes sur Sud Radio et on va parler du salary cap. Qu'est-ce que c'est cette masse salariale dont tous les clubs de top 14 jouissent, hein. Ils ont une certaine masse salariale à ne pas dépasser pour rester dans les clous des règles du rugby français, du championnat de France de top 14. Et ce salary cap, cette masse salariale, elle est au taquet pour la plupart des clubs du top 14. Ils sont au centime près, peut-être pas au centime, mais à l'euro près pour aller chercher jusqu'au bout l'espace disponible dans cette masse salariale. Et quand il n'y a plus d'espace, il faut en trouver. Ça provoque des tensions, ça provoque des incompréhensions, ça provoque des soucis. Et parfois, ça provoque aussi, de l'ingéniosité pour certains clubs qui font, travailler des montages financiers. Philippe Spanghero, en préambule, avant d'évoquer le casse-tête du salary cap, comment expliquer les fortes tensions qu'il y a autour de ce sujet? C'est assez simple à expliquer. En fait, le rugby français s'est habitué à une masse salariale plus élevée que celle qu'on connaît aujourd'hui, puisque il y a quelques années, on avait des budgets qui étaient plus importants, 1,5 million au moins de plus de possibilités de salary cap. Hors cas spéciaux d'indemnités pour les internationaux, d'enveloppes supplémentaires en cas de titre. Je raisonne à périmètre constant. Et puis, on a amorcé un gel et une baisse de ce salary cap, ce qui pour moi était une très bonne chose. Parce que rappelons que ce salary cap, il est créé pour enrichir, renforcer la dynamique et la compétitivité de toutes les équipes pour avoir un championnat homogène et avoir des champions qui soient pas les mêmes tous les ans. Donc la philosophie, elle est bonne. Et puis surtout, je le dis souvent, mais il faut se comparer à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et on était en train de créer une concurrence entre nous dans une bulle spéculative qu'on était en train de créer, alors que le monde du rugby a des économies dans tous les autres pays qui sont très loin de la nôtre. Donc en fait, on était en train de se faire la guerre entre nous et de se tuer nous-mêmes. Donc cette règle, cette décision forte, je trouve qu'elle a été très bonne. Et aujourd'hui, on peut dire quand même, pour avoir fait le tour de pas mal d'acteurs concernés par le sujet, que dans la grande majorité, on est revenu à une raison et qu'on est assez loin de ce qu'on a connu de clubs qui essaient de truquer par des montages complètement alambiqués. Il y a encore des choses qui se passent, mais les clubs ont retrouvé la raison par rapport à ça. Et justement, donc, on voit quand même que son application, elle se fait quand même toujours un petit peu dans la douleur, notamment à Toulon. On va vous parler d'un cas pratique actuel, parce que si vous étiez avec nous et si vous l'avez loupé, il y avait Bernard Lemaître la semaine dernière dans au cœur de la mêlée sur Sud Radio, et Bernard Lemaître, il disait notamment que il ne comprenait pas qu'en France, il y ait une application aussi stricte du salary cap et qu'on ne puisse pas si on en a les moyens de ramener plus de stars dans ce championnat. Sauf que la règle est la même pour tout le monde, et on sent que son application, elle se fait régulièrement dans la douleur. Comme tu le disais, Philippe, la baisse du salary cap a été gelée, et ça c'est quand même un premier point important. Mais Toulon qui a été dans l'œil du viseur pour le transfert de Cheslin Colby, elle est de nouveau maintenant avec Dan Bigard. Une audience est prévue le 22 mai, dans 5 jours, par la commission de la Ligue nationale de rugby, et toute l'histoire prend naissance autour donc de Northampton, avec Mark Darkbone, donc qui est le patron du club anglais, qui a déclaré à l'équipe comment se sont passées les choses. Je cite: Dan a approché la direction, Dan Bigard, pour parler d'un transfert qui ne lui en... d'ailleurs, personne ne lui en tenait rigueur du côté de Northampton, puisque ça va être un joueur, c'est un loyal serviteur du club, comme dit le journal L'Équipe. Et derrière, donc, il y a Dan Bigard qui vient voir la direction, qui dit moi j'aimerais bien quitter le club et aller à Toulon. Et le club de Northampton lui a versé une somme de 350 000 €. Tu te dis, mais pourquoi le club de Northampton va donner 350 000 € à un joueur qui demande de partir? Et en fait, le mécanisme, il est assez simple. Le club acheteur, le RCT,
paye plus que de raison une indemnité de transfert au club vendeur. Donc par exemple, dans le cas de Cheslin Kolbe, Toulon avait donné 2 millions à Toulouse, si je me trompe pas, au Stade Toulousain. Voilà, c'est ça, 2 millions. Un peu moins, mais un petit peu moins. C'est 1,8, quelque chose comme ça. Et donc d'un côté, vous avez un club acheteur qui paye plus que de raison une indemnité de transfert au club vendeur, qui lui-même, le club vendeur, verse un dédommagement aux joueurs vendus. Ce qui fait donc que du coup le joueur qui est payé à la fois par le RCT et par le club vendeur durant une période donnée, ce qui allège du coup son poids dans la masse salariale. À titre d'exemple, par exemple, Cheslin Kolbe, eh bien, il était payé 60% de son salaire la première année de son arrivée à Toulon, ce qui du coup réduisait son impact dans la masse salariale du RCT. Et c'est pas illégal, en fait, Félix Panguero, ce genre de montage. C'est malin. C'est malin, mais c'est pas tout à fait illégal. C'est toute la limite, parce que on peut comprendre le discours de Bernard Lemaître et sa frustration de pas dépenser l'argent qu'il aurait envie de dépenser. Moi, je crois que c'est très important pour une vision collective de la chose, que les gros présidents restent alignés là-dessus et tiennent bon, parce que on en a besoin, parce que ça n'a aucun sens à l'avenir de continuer à spéculer là-dessus, même si on reparlera après de ce cap des 10,7 millions qui est gelé pour 3 ans à ce montant-là et qui va devoir être renégocié, mais c'est un autre débat. Pour revenir à ce sujet-là, en effet, le gros problème, c'est que on a une règle dans le rugby français qui est pas une règle de droit. C'est une règle qu'on a créée pour légiférer dans notre univers à nous. Mais ce que fait Bernard Lemaître est légal. Il a raison de le dire. Donc aujourd'hui, ce qui est arbitré, c'est une philosophie. Et dans la philosophie, le gendarme financier a raison. C'est-à-dire que tout le monde sait. Ça n'a aucun sens qu'un joueur qui veuille quitter son employeur soit payé par son employeur pour partir. Philosophiquement. Donc, est-ce que tout le monde va pas faire comme Toulon du coup, enfin suivre l'exemple entre guillemets toulonnais? Ah ben maintenant non, puisque entre temps ils vont légiférer et de toute façon ils vont décider d'un montant assez faible de cap d'indemnité en disant on considère que légitimement un club qui veut se séparer d'un joueur qui coûte très cher, même si c'est le joueur qui est plutôt partant pour partir, ben on comprendrait que le club lui verse une indemnité symbolique, mais ils vont fixer un cap qui sera faible en disant tout ce qui est au-dessus, on considère que c'est du salaire déguisé et de fait on le rapatriera dans le salary cap. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas compris, admettons que Quentin Cavani c'est un joueur de rugby, il est payé 40 000 par mois, je sais rien, au Castres Olympique par exemple. Le RCT souhaite engager Quentin Cavani à hauteur de 60 000 par mois. Sauf que 60 000 par mois, ça fait un gros impact dans la masse salariale. Du coup, eh bien, vous avez le RCT qui va payer une indemnité de transfert de, je sais pas, 1 million d'euros par exemple. Mais en échange, le Castres Olympique va lui donner 400 000 va donner au joueur 400 000, ce qui fait que du coup, Quentin Cavani, il va être payé que 30 000 par le RCT sur la première année de son exercice avec le club varois, ce qui fait que du coup, son impact dans la masse salariale est vachement réduit. Ça va être légiféré. On n'y a aucun doute là-dessus, Félix Panguero. Oui, non, mais il y a aucun doute et puis quelque part c'est normal parce que là c'est un contournement trop brutal de la règle et en effet il y a quand même des gens dans le rugby français qui ont des moyens financiers colossaux et si la ligue se positionne pas très vite sur le sujet, on va revenir à quelque chose qui sera du n'importe quoi et honnêtement, je le répète, c'est important. Je comprends la frustration des présidents mécènes, mais on a trop besoin de ça. Aujourd'hui, c'est absurde ce qui se passe. On exclut, on en parle souvent, mais on exclut le Japon qui est un modèle complètement à part. Mais un bon joueur français ou international qui veut regarder ailleurs sur le marché ce qui se passe et qui décide de partir, d'aller dans l'hémisphère sud, d'aller en Angleterre, d'aller en Irlande, d'aller au Pays de Galles, le salaire moyen est 30-40% inférieur. Donc déjà, la vraie question à se poser, c'est est-ce que le salaire moyen du rugby français est un salaire normal pour le monde du rugby? Et la réponse, c'est déjà non. Donc on peut pas lâcher là-dessus. C'est sûr. On peut pas lâcher là-dessus. Et aujourd'hui, quand on regarde, moi, ce qui m'interpelle souvent, c'est qu'on dit, il y a deux façons de voir les choses. Mais souvent, on dit qu'il n'y a pas d'économie réelle dans le rugby, c'est des présidents mécènes, etc. Mais quand on regarde le niveau de perte moyen, ça se joue à 1,5 million, 2 millions d'euros. Si on était sur une économie raisonnable, sur une vision mondiale, et qu'on alignait nos salaires à ce qui se passe ailleurs dans le monde du rugby,
on serait sur des masses salariales à 7 millions et demi, 8 millions. Et par rapport à ce qu'on génère à côté en droit télé, en billetterie, en merchandising, etc., le rugby français aurait une viabilité. Donc, mais est-ce que ça affaiblirait pas le top 14 du coup de se retrouver au même niveau que les autres championnats? Est-ce que Dan Bigard est techniquement, bon alors c'est pas celui qui réussit le mieux, mais est-ce que ce genre de joueur viendrait en top 14 s'il n'y avait pas ces salaires? Bah non. Mais certainement que oui. Certainement que oui. Ah, tu crois? Je suis pas certain. Toulon, il fait 25 degrés, donc. Est-ce qu'un All Black a un intérêt à venir jouer en France si c'est pas pour le salaire, par exemple? Non mais c'est pour le salaire quoi qu'il arrive. Mais quoi qu'il arrive, même si on lui propose 15% de moins que ce qu'ils ont aujourd'hui, ce sera quand même mieux ça c'est qu'ailleurs. clair. Ah, largement mieux qu'en Nouvelle-Zélande, ça c'est sûr. Mais donc c'est ça la question. Bien sûr qu'ils viennent pour l'argent, mais à quel montant? Aujourd'hui, le rugby anglais est à la casse. Le rugby de l'hémisphère sud a pas les mêmes moyens. Il y a un peu de moyens par les fédérations pour les grosses têtes d'affiche et joueurs internationaux sur les doubles contrats club-fédération, mais c'est tout. Donc, je trouve qu'il faut être extrêmement vigilant avec ça. Et que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le débat qu'on a eu tout à l'heure, où on a des clubs comme Castres, comme Pau, qui n'ont pas des grosses masses salariales, qui jouent les troupes de fête pour entrer dans le top 6, et où on a quand même cette incertitude sportive. Oui, mais attends, il y a quand même un souci au global avec ce salary cap, c'est-à-dire que d'un côté, il a été convenu de ne pas l'augmenter, de ne pas le baisser plus qu'actuellement, mais les clubs veulent l'augmenter. Les joueurs veulent être mieux payés. Alors, comment ce rapport de force va continuer d'exister? Comment ça va se solutionner? Les joueurs, je pense qu'il faut les éduquer. Honnêtement, j'ai rien contre les joueurs, mais à un moment, ils sont tous sincèrement. Ah bah on a perdu Philippe. Je crois qu'il voulait dire sincèrement bien payé. S'il faut deviner la fin de la phrase. Oui. Non mais voilà, mais je pense que il y a le salary cap qui vient de couper dans le budget de Sud Radio là actuellement. Ça. En fait, faut appeler Jérôme Cahuzac pour qu'il nous donne des techniques. C'est qu'il y a un monde de subterfuge. Ouais, c'est pas l'exemple à suivre quand même. Après dans le rugby, il y a 2-3 exemples qui ont des conseils sympas à ce niveau-là. Voilà, non mais voilà, on sent quand même qu'il y a une forte protège l'équipe de France aussi, non, d'avoir un salary cap. Parce Alors, que si t'as pas de salary cap, tu peux recruter, un peu ce que faisait Toulon. Je sais pas s'il y avait déjà le salary cap à l'époque du RCT Galactique, mais tu sais dire que tu peux recruter 8 Sud-Africains, 7 All Blacks et t'as pas un Français. Il y a les GIFs. Oui, il y a les GIFs aussi, mais bon. Il y a les GIFs aussi. Non, mais bien sûr. Non, mais il y a plein de questions à se poser. Et tiens, on va lancer j'ai une question débat à vous poser autour de la table. Faut-il créer un statut de marquee player? Vous savez, ce joueur qui est généralement une star, qui est non comptabilisé dans la masse salariale. Faut-il que chaque club de top 14 ait un marquee player pour le prestige du top 14? Complet. Parce que un joueur ne devrait, alors j'utilise vraiment du conditionnel, pas trop déréguler le marché financier rugbystique français, même si l'exemple anglais nous a montré bien que c'était pas toujours une sécurité. Faut-il créer ce statut de marquee player en top 14, Quentin Cabanis? Je suis partagé sur l'idée de mettre un joueur hors norme comme ça tout au-dessus du groupe. Est-ce que ça créerait pas des jalousies, des problèmes de vestiaire autres que le salary cap? Et puis il faudrait pas que c'est un impact trop énorme, qu'il y ait une énorme différence entre plusieurs joueurs, quoi. Demain par exemple, si on te dit La Rochelle est au taquet de la masse salariale, et c'est le cas, oui. Mais La Rochelle recrute Bonnen Barrett à 1 million par an. Bah oui, mais après là tu te dis ça, mais ça casse aussi l'équité sportive, parce que La Rochelle peut-être aura les moyens de mettre Bonnen Barrett à 1 million, l'USAP ou je sais pas quel autre club par exemple n'aura jamais les moyens de mettre 1 million sur un joueur. Tu vois ce que je veux dire? Donc selon toi, ça pourrait nuire à la compétitivité du top 14? À l'équité du top 14 plus qu'à la compétitivité. Moi je pense que tu peux faire. Pardon, monsieur. Philippe est de retour. Ouais. Je suis désolé parce que j'ai eu un plantage de connexion, mais sur ce sujet-là, il y a quand même une vraie problématique. J'en ai parlé avec des gens qui réfléchissent sur le sujet et qui sont impliqués dans la réflexion. Et en fait, c'est une vraie crainte parce que le problème, c'est que ça ouvre la boîte de Pandore parce que c'est très difficile de légiférer. D'abord, comme en Angleterre, ce serait au club de décider qui est le marquee player, mais c'est un parent. Mais imaginons que il signe un marquee player pour 3 ans. C'est le marquee player pour 3 ans ou tous les ans on peut avoir un nouveau marquee player? Et si un club décide de dire... un seul dans la masse salariale. Ouais, mais est-ce que tu désignes 3 ans en un, tu vois?
Oui, mais tu le désignes combien de temps sur la durée de son contrat? Par saison. Ou tu peux Au changer mois tous d'août, les ans? Ah bah c'est par saison. Ah bah non, c'est par saison. C'est-à-dire que si Boden Barrett il a 1 million la saison sur 2 Non, mais- ans, et bah pendant 2 ans tu peux pas prendre un autre marquee player, c'est aussi simple que ça. Ouais, mais si tu lui donnes 3 millions sur une saison et puis après tu lui payes un salaire Exactement. normal sur les saisons d'après. C'est exactement le problème. Donc en Si fait, tu listes, il y a- tu il y vois, a sur la quand même- première saison. Le problème, c'est qu'on a quand même des gens qui constituent le rugby français aujourd'hui qui ont des moyens très importants. Demain, s'il avait envie, Moed Altrad, avec la règle du marquee player, il fait ça. Il dit, un joueur, en réalité, je lui donne 3 millions sur une saison, mais en fait, c'est pour 3 ans. Et puis, chaque année, je fais pareil. Et donc, au final, quand tu fais venir des joueurs de ce calibre-là, tous les ans potentiellement, tu fausses complètement la règle. Donc, honnêtement, ça ouvre quand même la boîte de... Honnêtement, aujourd'hui, la règle est pas trop mal faite. La seule chose qui est peut-être à revoir, c'est que, parce que pour finir sur ce qu'est le salary cap et comment il peut évoluer. Aujourd'hui, le salary cap est plafonné à 10,7 millions. Une équipe qui fournit des internationaux à l'équipe de France a une enveloppe supplémentaire de 180 000 euros par saison à dépasser au-delà de ces 10,7 millions. Donc Toulouse, par exemple, qui a un gros contingent d'internationaux, a une enveloppe très significative supplémentaire de dépassement de salary cap. Et ensuite, se rajoutent des bonus de titres qui se cumulent pas. Pour le cas de Toulouse, par exemple, s'ils sont champions de Champions Cup et champions de France, ils auront 500 000 euros. C'est tout. Alors que normalement, c'est 500 000 euros par titre. Et donc, il y a des choses qui se rajoutent déjà, il y a des solutions. Donc, les clubs, par exemple, aujourd'hui, qui vont fournir quelques internationaux, ils auront du rab sur cette enveloppe. Pour moi, la vraie question qu'il faut se poser, c'est que ce montant de 10,7 millions, il est gelé pour 3 saisons. 3 saisons, ça va nous amener en 2027 avec des droits télé revus à la hausse de façon significative, des revenus billetteries qui vont encore Tout peut se augmenter. passer en 2027. Hein. Comment? Le salary cap il peut exploser en 2027, c'est ça que tu es en train de nous dire? Il va pas réexploser, mais il faudra qu'il soit revu de façon significative parce que l'économie du rugby aura bougé d'ici là. Bah, c'est Nécessairement. sûr. Non, mais bien sûr. Et puis les bien groupes sûr, sont de non, plus mais... en plus grands aussi, non? L'effectif professionnel est de plus en plus grand dans les équipes. Ah Bah, mais du coup, là, c'est... Il est de plus en plus faible. La parce Rochelle a 38 joueurs sous contrat, par exemple, hein, pour vous donner un ordre d'idée. L'année prochaine, Par ils en exemple, ont La 12. Rochelle, voilà. Mais il faudrait que ça grandisse. Parce que Non. on se plaint toujours que les joueurs jouent trop de matchs. Ah bah, idéalement, de toute façon, maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent avec des contrats espoirs, hein, que ce Oui, soit en top 14 Arundel. ou en Pro D2, énormément. Arundel est un Ça, c'est contrat malin espoir. aussi. Exactement. Ah bah Non, mais ça, c'est pour c'est dévier extraordinaire. aussi le fair play financier aussi. Henri Arundel est en contrat espoir et pour le faire devenir GIF. Non mais bon, enfin c'est quand même ça aussi. Hein. Enfin, un jour on fera un sujet là-dessus. Tiens, Philippe Spanghero, est-ce que tu as un mot de la fin à nous faire parvenir? Donc sur ce montage-là, il va y avoir donc bien une commission avec le RCT le 22 mai, donc dans 5 jours. Qu'est-ce qui va en ressortir? À peu près la même chose qu'avec Colby, c'est-à-dire 50 000 euros d'amende. Ça avait été ça, il me semble, à ce moment-là. Bah alors pour moi, il y aura une 70 sanction. 000, ça va être. Il y aura une sanction. Encore une fois, je comprends l'agacement de Bernard Lemaitre qui dit mais j'ai un frein. L'amende peut aller jusqu'à 2 millions, a priori. Ouais, mais non, je pense que ce sera plus important que la première fois parce qu'il y a eu un précédent. Je pense que ce sera pas significatif de façon à mettre Toulon en danger, mais la somme pour moi sera quand même pas négligeable du tout d'amende parce que il faut marquer le coup et dire voilà maintenant on va légiférer là-dessus. Il faut toujours des cas d'école. Bernard Lemaitre quand il a vu 70 000 euros, il a dû se marrer quand même. Enfin, il a dû faire bon bah très bien, super. Du coup je recommence. Bah non mais s'il recommence c'est parce qu'il a dû voir l'amende, il a dû se dire bah attends 70 000. T'es gentil mais c'est 4 cafés pour moi. Enfin, quand on voit les enjeux et les montants dont on parle autour de ces transferts, en effet, si on rajoute ça à l'addition globale, ça pèse pas très lourd et on se dit finalement on y a quand même gagné parce qu'on n'a pas dépassé le salary cap et la sanction de dépassement du salary cap elle est bien plus importante. Donc il y a tout ça à mettre en cohérence forcément. Ah donc ça va être très attendu quand même. Je pense que la décision de la ligue, si c'est de nouveau 70 millions, ça va ouvrir peut-être la brèche à beaucoup de filous. Hein. Ça c'est clair. Par contre, si c'est 500 000, bon, ça va peut-être un petit peu refroidir tout le monde. Voilà donc pour le sujet du salary cap et ce casse-tête constant autour du salary cap. De toute façon, c'est un serpent de mer, ça ne s'arrêtera jamais. Merci Philippe Spanghero d'avoir été avec nous pour cette chronique. C'est toujours un immense plaisir de jouir de tes connaissances.
Écoute, ça me touche. Voilà. Merci Philippe.